Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 28 septembre 2023, il est 18 h, vous le savez, c'est l'heure du journal. Préparé par l'ensemble de la rédaction, voici les titres. La venue et les annonces de Stanislas Guerini étaient très attendues par bon nombre d'élus haut-savoyards. C'est désormais officiel, une cinquantaine de communes du département fait désormais partie d'une zone vie chère et leurs agents publics auront bientôt droit à une prime. Et puis direction Malraux, scène nationale à Chambéry. Le centre culturel accueille en ce moment la compagnie I Wanna Be qui prépare son dernier spectacle entre virtuel et réel. Je vous disais en titre, les annonces avaient déjà fuité chez certains de nos confrères. Ce mercredi, c'est désormais officiel. 50 villes et villages de Haute-Savoie vont entrer en zone vie chère. Cette demande de longue date des élus locaux s'est donc concrétisée ce jeudi avec la visite de Stanislas Guerini à Saint-Julien en Genevois. Le ministre de la fonction publique a notamment présenté son plan pour revaloriser les métiers de cette filière. Les précisions d'Emmanuel Jaude dans ce reportage. C'est une annonce qui était attendue depuis plus de 20 ans sur le territoire. 62 communes de Haute-Savoie et de l'Ain vont désormais être classées en zone de vie chère. Une reconnaissance qui a fait l'objet d'un long combat pour les parlementaires locaux. Présentée ce jeudi par Stanislas Guerini, ministre de la fonction publique, cette mesure accompagnée d'une indemnité résidence pour les agents publics de ce territoire est donc un premier pas encourageant pour de nombreux élus, chefs d'entreprise et syndicats. Pour autant, il s'agit maintenant de poursuivre dans ce sens. Je pense qu'il faudra un panel de réponses pour améliorer, je dirais, de façon solide la situation des différents agents de la fonction publique en Haute-Savoie. Mais en tout cas, moi je suis très satisfaite car c'est un bon début, c'est un signal qui est très fort et pour lequel évidemment nous continuerons d'être mobilisés pour que les autres sujets soient bien évidemment pris en compte. En présence de nombreux acteurs du territoire, le ministre s'est voulu rassurant. En effet, il s'agit selon lui de revaloriser les 3 catégories de la fonction publique. Des réformes qui passeront par des indemnités issues des caisses de plusieurs entités, aussi locales que nationales. Je crois qu'on vient répondre à une problématique particulière et au fond, c'est une mesure de justice que je suis venu annoncer aujourd'hui. Elle a un coût financier, 25 millions d'euros, qui sera assumé. Ces 25 millions d'euros qui seront donnés en pouvoir d'achat aux 29 000 agents de la fonction publique dans 62 communes qui bénéficieront de cette indemnité de résidence. Elle sera assumée à la fois par les administrations d'État, par l'hôpital, par les collectivités. Elles seront majoritairement assurées par les administrations d'État et de l'hôpital puisque sur 25 millions d'euros, c'est 19 millions d'euros qui seront portés par la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière. Mais c'est un outil supplémentaire donné aux employeurs pour regagner en attractivité et, in fine, rendre le service public. Des mesures qui resteront pourtant à affiner pour de nombreux élus locaux. Aujourd'hui, c'est une avancée en demi-teinte, mais j'espère que le débat parlementaire permettra d'aller plus loin dans la démarche et en tout cas permettra aux communes d'avoir les moyens de donner cette prime à nos fonctionnaires. On veut un coup de pouce pour l'État, on veut surtout que l'État prenne les responsabilités de ces annonces. Parce qu'à un moment donné, les effets d'annonce sont au bénéfice de l'État et puis la facture à la fin est au bénéfice des collectivités. Pour autant, le ministre de la fonction publique l'a assuré, il ne s'agit là que d'un début. Une aide spécifique destinée aux agents les moins bien rémunérés sera mise en place, ainsi qu'un projet de bail spécial destiné aux fonctionnaires afin de leur permettre de se loger au mieux sur ce territoire si particulier. Partons désormais à Chambéry. Le centre hospitalier Métropole Savoie a inauguré ce jeudi matin son unité d'accueil pédiatrique enfants en danger. Cette structure a pour objectif d'optimiser le parcours des enfants victimes de maltraitance en leur apportant une écoute et des soins médicaux, le tout dans un seul et même lieu. C'est un reportage signé Kezia Poudou. C'est la star de cette visite. La salle d'audition est opérationnelle depuis février 2023. Cette pièce de quelques mètres carrés permet aux enquêteurs d'interroger les enfants victimes de maltraitance, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Autour de l'enfant, une multitude de corps de métiers gravitent, psychologues, enquêteurs, pédiatres ou encore assistantes sociales. Cette coopération pluriprofessionnelle permet une prise en charge de l'enfant plus efficace. On se met en lien avec l'UAPED pour utiliser la salle si on a juste l'audition à réaliser dans le cadre judiciaire ou si on a l'audition et la visite en médecine légale. Donc on prend rendez-vous, un rendez-vous complet pour un circuit complet avec l'UAPED. On arrive avec le mineur. On est accompagné par un personnel de l'UAPED qui suit l'audition et qui sait donc de quoi il s'agit et qui derrière va accompagner le mineur jusqu'à la visite en médecine légale, ce qui permet de faire déplacer la famille et le mineur une fois sur une structure et d'avoir l'ensemble des actes judiciaires, médicaux, auditions qui sont réalisés dans un même temps.
Face à face autour de la table ou côte à côte sur la banquette, l'enquêteur est seul avec l'enfant pendant en moyenne 45 minutes. Un micro et une caméra sont installés afin d'enregistrer les auditions. Il y a un cadre légal en fait qui fixe ces auditions dès lors qu'elles sont à caractère sexuel. Effectivement, il y a un enregistrement audiovisuel. Donc il y a un enquêteur qui crée le lien avec le mineur et la famille à son arrivée en lien avec le personnel de l'UAPED. Et derrière, seul l'enquêteur et le mineur restent dans la salle d'audition où on s'installe, on s'adapte à l'enfant qu'on a avec nous. Et on a un deuxième enquêteur qui va derrière la Vie-de-Santin et qui gère les opérations d'enregistrement de l'audition. Le décor a été minutieusement réfléchi pour que la victime se sente en confiance, mais également pour que l'enquêteur puisse faire au mieux son travail. Par exemple, la table est transparente pour qu'il puisse observer la gestuelle de l'enfant. Depuis son ouverture en début d'année, plus de 60 auditions ont été réalisées. Les victimes peuvent être identifiées de différentes façons. Ils entrent soit par un mode qu'on appelle médical, ce qui correspond à 10% des enfants qu'on reçoit en moyenne. C'est un chiffre qui est plutôt stable aussi dans toutes les régions en France. La voie médicale, en fait, c'est la voie qui n'est pas encore judiciaire, c'est-à-dire que l'enfant il est adressé par un membre de sa famille, par un professionnel de santé interne ou externe à l'hôpital qui s'inquiète d'une potentielle maltraitance. Sinon, l'enfant il rentre sur une voie judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a eu un dépôt de plainte ou un signalement, une ouverture d'enquête, et pour les besoins de l'enquête, l'enfant doit être auditionné, puis derrière vu en consultation de médecine légale. Toujours dans cette démarche de mettre à l'aise la victime et d'instaurer un climat de confiance, l'UAPED espère obtenir un chien d'assistante judiciaire d'ici 2 ans. On parle culture à présent. La compagnie I Wanna Be est actuellement en résidence à Malraux, scène nationale à Chambéry, afin de préparer son tout nouveau spectacle, Le Chant du Hareng. Dans cette création inédite, 4 danseurs explorent les relations au corps humain et à l'image dans une expérience immersive. Fanny Savard a pu assister à une répétition. Reportage. Ils se balancent, chavirent, exultent et entraînent avec eux le spectateur dans cette danse addictive. La chorégraphe Lily Gauthier de la compagnie I Wanna Be questionne dans son nouveau spectacle la société actuelle, ses normes sociales et sa quête incessante du bonheur. Et c'est à travers la danse qu'elle a décidé de faire passer son message. C'est un moyen mais merveilleux d'abord d'agir ensemble, être, faire. C'est quelque chose qui se pratique en groupe et la danse est quand même un art merveilleux pour créer du lien et se sentir exister auprès des autres sans avoir à le verbaliser, et chacun peut s'exprimer avec son corps, avec son outil, renouer avec lui-même et à travers le groupe. Pour cela, elle a choisi 4 artistes d'horizons différents qui viennent aussi bien de la danse classique, contemporaine ou encore du breakdance. On a travaillé ensemble avec les danseurs pour que chacun garde l'identité de sa danse, mais à quel endroit on peut faire des concessions, trouver la gestuelle, l'endroit où on peut tous se sentir en symbiose. Parmi les interprètes, Tom Guichard, passionné de breakdance depuis ses 14 ans, mêle son art à la danse contemporaine. J'ai commencé en prenant des cours dans une MJC, un peu parcours on va dire classique dans ce milieu-là. Et après, c'est plus un travail en autodidacte. On est avec des gens, on s'entraîne dans des salles. Et c'est un peu sur un rythme libre, selon l'envie de chacun. Du coup, j'ai fait ça pendant plusieurs années, avant de tardivement m'ouvrir à d'autres danses. Quand j'ai su que je voulais un peu faire ce métier de danseur-interprète, je me suis dit que ça serait pas mal d'avoir un bagage un peu plus académique, et du coup je suis passé par une formation pendant 2 ans pour apprendre ces danses-là, mais ça faisait déjà 10 ans que je faisais du break, quoi. Une collaboration enrichissante pour les 2 artistes qui vont avec ce mélange des genres pouvoir apporter un autre regard sur cette création. Je connaissais Lily un petit peu, on avait fait du travail de médiation ensemble pour une autre compagnie, et du coup j'étais un peu curieux de voir elle, son travail en tant que chorégraphe. Quand j'ai vu un peu la pluralité des profils à l'audition, le fait qu'elle voulait justement croiser pas mal d'esthétiques et essayer d'en faire quelque chose d'essayer de créer une rencontre de tout ça, ça m'a pas mal plu. C'était cool parce que c'est une compagnie de Chambéry, moi j'habite vraiment juste à côté, je suis dans la vallée du Grésivaudan, et de faire un projet aussi sur son territoire et tout ça, ça m'intéressait. Intitulé Le Chant du Hareng, le spectacle plongera le public dans un voyage sensoriel entre travail des corps et expérience sonore. Des vidéos en décor viendront transformer ce spectacle vivant en un film documentaire. La grande première de cette pièce, qui a nécessité 2 ans et demi de travail, aura lieu le 7 novembre au Dôme Théâtre à Albertville,
marquant le lancement d'une tournée régionale jusqu'à mars prochain. Après reprise en main, sa première fiction, Gilles Perret revient à ses premières amours. Le réalisateur haut-savoyard signe un nouveau film documentaire avec La ferme des Bertrands. Dans ce nouvel opus, Gilles Perret a choisi de s'intéresser à une famille d'agriculteurs qu'il connaît très bien puisqu'il s'agit de ses voisins. Et après 3 frères pour une vie, sorti en 1999, il consacre donc à cette famille un deuxième film. Nous avons pu le joindre en visioconférence ce jeudi, je vous propose de l'écouter. J'ai repris dans ce film-là, dans La ferme des Bertrands, à la fois une bonne partie du film qui existait de 1997-99, un film qui avait été pas mal primé dans les festivals, mais que peu de monde avait vu finalement à l'époque, donc j'avais envie de le faire revoir. Donc j'ai repris une partie de ça. J'ai repris une partie d'un film qui date de 1972, qui avait été fait aussi sur la famille Bertrand et sur cette ferme. À l'époque, j'étais tout petit, puisqu'il faut dire que c'est juste la ferme de mes voisins, et moi j'habite toujours au même endroit, donc on se voit encore tous les jours. Et je les ai filmés là, cette dernière année, toute l'année 2022, au fil des saisons, la nouvelle génération. Donc en fait, c'est un film qui mélange 3 générations sur 50 ans, et la ferme est filmée donc sur 50 ans. D'avoir la chance de pouvoir les suivre sur 50 ans, je voulais pas passer à côté, et puis c'est un sujet qui me tient à cœur forcément, parce que voilà, j'ai une relation affective avec eux, donc c'est un film qui est assez personnel aussi, et qui raconte à la fois la vie de cette ferme, la ferme des Bertrands, mais ça raconte aussi finalement l'évolution de l'agriculture en Haute-Savoie sur ces 50 dernières années dans la zone d'appellation Roblochon, dans laquelle on se trouve à Quincy, dans le hameau de Quincy, sur la commune de Mieuxy. C'est vrai que le film de 97 se justifiait par le fait que les 3 frères célibataires Bertrand prenaient leur retraite et laissaient la place à leur neveu Patrick et sa femme Hélène. Et là, il y a un nouveau bouleversement générationnel, puisque c'est au tour d'Hélène, Patrick est décédé entre-temps, mais c'est au tour d'Hélène de partir à la retraite. Et en termes de révolution technique, la question se pose de la remplacer par des robots de traite, ce qui fait débat au sein de l'appellation Roblochon. C'est un film qui est très humain et assez universel, qui pose la question de la transmission des valeurs, l'amour du travail bien fait, le respect de la terre, mais aussi qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants, qu'est-ce qu'on transmet autour de nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et ça pose la question du sens du travail, pour qui on travaille et à quoi on sert. La ferme des Bertrands sortira en salle en France le 31 janvier 2024. En attendant, une tournée de projection en avant-première aura lieu du 6 au 29 octobre en Haute-Savoie, avant la Savoie, l'Isère et le reste de la France. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Place désormais à la météo, préparée et présentée par Thierry Paulme, juste après une rediffusion de la partie de la rédac avec Guillaume Pleming, le président du syndicat des kinésithérapeutes libéraux de Haute-Savoie. Passez une très belle soirée. Je vous retrouve vendredi à 18 h pour le dernier journal de la semaine sur 8 Mont-Blanc.